Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2600 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 6 octobre avec des anniversaires. Tout d'abord celui de Théo Hernandez, le défenseur gauche français de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également Evan Nilsson qui est un joueur de Porto. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ricardo Pereira, joueur de Leicester, ancien joueur de Nice. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. Il y a aussi un ancien joueur de Nice, Kasper Dolberg, l'attaquant danois. Nouveau joueur de Anderlecht qui fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier jeudi en Coupe d'Europe, parce qu'il y avait l'Europa League et l'Europa Conference League. On va revenir sur pas mal d'affiches et tout d'abord sur l'Olympique de Marseille qui jouait hier à 18h45 contre l'équipe anglaise de Brighton. Score final 2 partout. Gros regret pour l'OM. Donc moi j'ai pu suivre la première mi-temps. Bon, je n'ai pas pu voir la deuxième mi-temps après. Mais à la mi-temps il y avait 2-0 et quand j'ai vu le score final, quelques heures après, où j'ai vu 2-2, j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que la première mi-temps était plutôt même très bonne à côté Olympique de Marseille, et du coup 2-2, donc voilà, un résultat très moyen. Donc Mbamba et Verretou, but coup sur coup, en 2 minutes ils ont marqué ces 2 buts, puis après Gros ça a été, il a permis à l'espoir de Brighton avec le 2-1, puis à Roi Pedro après sur pénalty en toute fin de match, et du coup ça fait 2 partout. N'oubliez pas que l'homme a déjà fait un match nul lors de la première journée, 3 partout contre l'Ajax Amsterdam, donc 2 matchs, bon pas de défaite, mais pas de victoire pour l'instant pour l'Olympique de Marseille en Europa League. Donc les stats de la partie, donc la possession un peu plus côté Brighton. Les tirs c'est pareil, 14 tirs pour les deux équipes, un tir cadré de plus pour Brighton, un 5, 4 pour Marseille, et du coup 2 partout. Donc grosse désillusion quand même pour l'Olympique de Marseille, parce que au vu de ce que j'ai pu voir en première période, ils méritaient. Après je sais pas ce que ça a donné en deuxième, mais bon, ça n'a pas dû être super s'ils sont fait revenir à 2 partout, et frustrant tout simplement, ou même on peut utiliser ce mot rageant qui fait, ce mot fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc alors qu'il menait 2-0 à la mi-temps, l'OM pour son premier match à domicile depuis la crise de Gourvenance a concédé en fin de rencontre un nul plus que frustrant. N'oubliez pas les gars, ils ont concédé l'égalisation à la 88e minute de jeu, donc il restait pratiquement plus rien, puis du coup il concède le partage des points. Et Gattuso, il a dit: j'ai beaucoup de respect pour Marcelino qui était l'ancien coach, mais c'est un jeu complètement différent, et actuellement les joueurs ont 60-65 minutes dans les jambes. Donc voilà, c'est cash, ce qu'il a pu dire tout simplement, c'est que Marseille n'est pas prêt physiquement. La préparation n'a pas été bonne, la préparation, je vous parle physique, tout ça, c'est pour ça qu'il faut tout qu'ils reprennent, voilà, Gattuso, parce qu'il a dit que les joueurs peuvent jouer à 60 minutes, puis après ils explosent physiquement. L'équipe de Brighton était prête physiquement, on a pu le voir en deuxième période, mais pas Marseille, et du coup on sait qu'un match ça dure plus de 90 minutes, donc ouais, il faut être prêt sur tout le match, et Marseille n'était pas prêt sur toute la rencontre, donc c'est pour ça que là je pense qu'il y aura beaucoup de physique actuellement lors des entraînements du côté de Marseille. Donc 2-0, 2 partout, n'oubliez pas que Brighton marque son premier point dans son histoire en Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'ils jouent une Coupe d'Europe. Ils avaient perdu le premier match contre Athènes, là ils font match nul, donc leur premier point de leur histoire, ça sera marqué dans leur palmarès qu'ils ont obtenu du côté du stade Vélodrome. On va parler des buteurs, donc tout d'abord Mbamba inscrit aujourd'hui, donc hier, son 9e but depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, donc sur une passe D de Jonathan Klaus, but. Les 2 buts marseillais sont quasiment pareils, identiques, avec un centre du couloir droit, puis ça a été repris dans la surface de réparation. Donc voilà, but de Mbamba sur une passe D de Jonathan Klaus, qu'on parlera tout à l'heure, parce qu'on sait qu'il a été rappelé en équipe de France, et c'est plutôt logique au vu de ses performances. Aminari, donc lui il a délivré la passe D, un peu comme Klaus, pour le but de Verretou 1 minute après. Donc 3 passes décisives en 2 matchs d'Europa League pour Aminarit. Il avait délivré 2 passes D contre l'Ajax, une hier, mais il a déjà 3 passes décisives, je pense. Bon, j'ai pas vu le classement des meilleurs passeurs, mais il doit être peut-être à la première position des meilleurs passeurs pour cette nouvelle saison de l'Europa League. Et toujours avec Aminarit, donc Jordan Verretou sur le tacle à la cheville d'Aminarit, il y a rouge, il lui marche dessus, il peut lui casser le pied, on est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien. Donc c'est Lamptey qui est un joueur de Brighton, il fait un terrible tacle. J'ai pas vu parce que c'était en deuxième période, mais j'ai vu la faute en gros, et ça mérite carton rouge. Je crois qu'il n'y a même pas eu faute, les gars, il n'y a même pas eu jaune, il n'y a rien eu. C'est ça qui est complètement fou, alors que ça mérite totalement rouge. Il lui tacle sur la cheville et il n'a rien pris. Donc ça c'est quand même une grosse erreur d'arbitrage, souvent contre les clubs français, ça c'est quand même problématique. Les notes d'OM Brighton, tiens, Verretou les gars, belle partie, une note de 7 sur 10, un bon match de sa part. Aubameyang a déçu, une note de 3, trop invisible, l'attaquant gabonais. La célébration de Roi Pedro au Vélodrome sur le but de l'égalisation, la 88e minute de jeu, dans la bronca bien sûr, du côté du Vélodrome, il a marqué ce but, puis il a fait la célébration comme ça pour qu'il n'entend plus tout simplement les supporters de l'OM après cette égalisation en fin de match. Et on va parler de Samir Nasri, donc il est commentateur maintenant sur Canal+, et était bloqué dans les bouchons des rues Marseille, parce que le match avait lieu à 18h45 avec une énorme affluence, et du coup il y avait beaucoup de bouchons
bouchon, hein, parce qu'en plus les gens étaient encore au bureau, voilà, c'est en plein trafic, hein, 18h45, surtout comme une grande ville comme Marseille. Et du coup, il était à deux doigts de rater sa soirée au micro de Canal Plus Foot. Hein. Donc l'ancien Marseillais a raconté qu'il a ouvert la fenêtre de la voiture de sa sœur, hein, parce que sa sœur devait l'amener au Vélodrome pour qu'il aille commenter le match. Et du coup, il y avait trop de bouchons. Donc du coup, il a ouvert la fenêtre de sa voiture et puis a accosté le premier motard qu'il a vu, puis lui a demandé de le déposer au Vélodrome. Le tout sans casque. Hein. Donc résultat, il est arrivé avec 4 minutes de retard en sécurité et sans accroc et a pu prendre son poste de commentateur. Donc il est arrivé quand même en scooter sans casque. Hein. Samir Nasri du côté du Vélodrome. Bon après bien sûr, hein, c'est très important de mettre un casque, hein, bien sûr, quand vous êtes sur un deux roues. On continue les gars toujours. Hein. Bon, rien à voir avec le match d'hier, mais ça implique quand même le match d'hier parce que c'était l'autre match dans la même poule. Hein. Athènes contre l'Ajax Amsterdam, match nul également, un partout entre ces deux équipes, donc Vida et Bergbunj ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc Athènes sera le prochain adversaire de l'OM, ça sera au Vélodrome, donc là il faudra s'imposer contre cette équipe grecque. Hein, donc 24 tirs quand même pour AEK Athènes, à 7 tirs cadrés, un but, hein, ils ont été plutôt bons. Après 7 tirs cadrés aussi pour l'Ajax, hein, du coup le score de nul on va dire est plutôt logique. Donc du coup le classement de ce groupe B c'est comme la surprise parce qu'à Athènes on pensait que ça être compliqué pour eux. Pour l'instant ils sont premiers à Athènes avec 4 points, Marseille, l'Ajax c'est 2 points et Brighton 1 point. Donc prochain match, hein, j'ai dit Marseille reçoit Athènes, il faudra s'imposer les gars, ça sera après la trêve internationale, ça sera je crois encore à 18h45 à cette rencontre. Donc voilà concernant ce classement de ce groupe B. On continue avec les autres équipes françaises en Europa League. Tout d'abord Rennes les gars qui jouent en Espagne à Villarreal hier et défaite des Rennais 1-0. Sorloth l'unique buteur du match, un dommage pour Rennes parce qu'ils auraient pu ils auraient pu au moins prendre un point voilà, de ce déplacement en Espagne. Donc les stats regardez, hein, donc Rennes a eu un peu plus de possession de balle pour 1%, ça joue rien, mais 10 tirs de plus, hein, 17 tirs pour Rennes, 7 tirs pour Villarreal. Villarreal c'est 2 tirs cadrés et Rennes c'est 3 tirs cadrés et c'est aucun but inscrit alors que Villarreal a été plus efficace et c'est eux du coup qui prennent 3 points et la pour Rennes, hein, parce que Rennes aurait mérité tellement, je pense mieux, au moins le nul, hein, au moins ne pas perdre ce match aurait été mérité pour le Stade Rennais. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle malgré la défaite, c'est le retour à la compétition de Martin Terrier, 9 mois après sa blessure au ligament croisé. Martin Terrier est à l'échauffement côté Rennes qui affronte ce soir Villarreal, donc il est bien sûr rentré en cours de jeu et il a eu le pénalty de l'égalisation à la 91e minute de jeu, donc il ne restait plus rien. Et pour ce retour à la compétition après sa longue blessure, donc Martin Terrier manque le pénalty de l'égalisation. En gros, c'est stoppé par le gardien, Reina, le gardien de Villarreal, et du coup, il n'a pas marqué. Dommage, hein, parce qu'il aurait pu, il était de retour, il aurait pu marquer pour son retour, et dommage. Hein. Du coup, voilà, Rennes, on va dire, s'incline lors de cette rencontre. On va parler de Arthur Théité. Les gars, il a eu du mal, à une note de 3. Hein. 3, c'est pas super. Un mauvais match de sa part. Donc, Sorloth, une note de 7, hein, l'unique buteur du match. Hein. Côté Villarreal. L'autre match, il y avait Panathinaikos contre le Maccabi Haïfa. Il y a eu match nul. Donc du coup, ça fait 4 points pour le Panathinaikos. Villarreal 2e, Rennes 3e et le Maccabi Haïfa à la 4e position. On continue, il y avait aussi Toulouse hein, qui joue en Europa League hier. Le TFC joue contre l'équipe de Lask et je sais pas où c'est Lask, c'est pas marqué, je sais pas c'est dans quel pays. Bref, donc je sais juste que Toulouse s'est imposé, voilà 1-0 et ça c'est une bonne nouvelle. C'est Suazo, l'unique buteur du match à la 31e minute de jeu. Donc les stats, hein, donc 13 tirs, 2 tirs cadrés pour Toulouse et un but efficace, c'est ce qu'il faut bien sûr. Donc voilà, belle victoire de Toulouse et la première victoire pour Toulouse en Europa League depuis 2009. Hein. Bon après ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué la Coupe d'Europe, donc on est content pour eux hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'ils sont en Coupe d'Europe cette saison parce qu'ils ont gagné la Coupe de France la saison dernière, parce que peut-être il y en a qui disent mais ils ont fini loin au classement pour qu'ils soient en Coupe d'Europe. Voilà, juste parce qu'ils ont gagné la Coupe de France et pour l'instant ça se passe plutôt bien, 2 matchs, aucune défaite. Hein. Ils avaient fait nul à Union Saint-Gilloise et ils ont gagné leur match hier. Prochain adversaire, hein, ça sera Liverpool à Liverpool. Là pour Toulouse, là ça sera un autre morceau. Mais voilà, avant de penser à Liverpool les gars, donc on peut voir une petite photo dans le vestiaire hein, des Toulousains bien sûr après cette victoire 1-0. Concernant leur futur adversaire, l'équipe de Liverpool qui jouait contre Union Saint-Gilloise, et Liverpool s'est imposé 2-0 à Anfield, donc avec un but de Ryan Gravenberch, son premier but hein, depuis son arrivée dans ce club. Donc prochaine journée d'Europa League, hein, Liverpool contre Toulouse. Donc les stats tout d'abord, bon Liverpool hein, ça a été tranquille, hein, 19 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits, hein, ça a été compliqué pour l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise. Après Liverpool c'est comme le grand favori hein, pour remporter bien sûr cette Europa League. Et les frères McAllister étaient présents l'un contre l'autre, hein, donc Alexis McAllister, donc le joueur de Liverpool, a pu jouer contre son frère Kevin McAllister, c'est un défenseur de Union Saint-Gilloise. Donc voilà, les deux se sont affrontés hier lors de cette rencontre. Du coup classement ça donne quoi? Liverpool 2 matchs, 2 victoires, ils sont en tête devant Toulouse 4 points, Union Saint-Gilloise 1 point et Lask 0 points. Donc voilà pour Toulouse, hein, bon, on en reparlera bien sûr de leur match contre Liverpool, ce serait bien d'accrocher Liverpool, bon ce sera très compliqué. Donc voilà,
concernant ce groupe. On continue avec les autres équipes en Europa League, mais plus les équipes françaises. Tout d'abord, tiens, l'AS Roma qui joue contre les Servette Genève. Une équipe suisse, l'AS Roma tranquille. Hein. Une grosse victoire 4-0, donc Andrea Bellotti a inscrit un doublé. Lukaku a été également buteur lors de cette rencontre. Donc tout d'abord les stats où l'AS Roma a dominé. La victoire est totalement logique. Hein. Et Lukaku, c'est fort, un buteur sur 5 de ses 6 premières titularisations avec l'AS Roma. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'ancien attaquant de l'Inter Milan. Il y avait aussi le Betis Séville qui joue contre le Sparta Prague et le Betis s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Et à noter les gars, un joueur que j'entends quand même beaucoup parler ces temps-ci, c'est Hassan Diao. C'est 3 titularisations en pro avec le Betis et 3 fois, ça fait filoche, en gros 3 buts pour lui en 3 fois titulaire. Un genre je pense que pas beaucoup de personnes connaissent. Donc Hassan Diao, donc un nom bien sûr à surveiller les gars, parce que pour l'instant il fait fort hein, pour ses débuts du côté du Betis Séville. On va parler du carton hier, hein, c'est le Sheriff Tiraspol qui prend 6-0 face au Slavia Prague. Voilà, 6-0 pour le Slavia Prague, 18 tirs, 8 tirs cadrés pour le Slavia, 6 buts seulement, 2 arrêts hein, du gardien de Sheriff Tiraspol qui a vécu une soirée très compliquée. West Ham est parti s'imposer 2-1 du côté de Fribourg lors de cette rencontre d'Europa League. Et West Ham possède la plus longue série d'invincibilité contre une équipe anglaise dans l'histoire européenne avec 17 matchs. En gros, West Ham il reste sur 17 matchs d'affilée en Coupe d'Europe sans goûter à la défaite. Et c'est actuellement un record, toute compétition européenne confondue, hein, que ce soit LDC, Europa League ou Europa Conference League. Le Sporting joue contre l'Atalanta, c'était une belle affiche. Hein, et c'est l'Atalanta qui s'est imposé 2-1 du côté du Portugal. Sinon, tous les autres résultats, bon, je ne vais pas tous les citer, il y a qui que je n'ai pas parlé par exemple. Les Glasgow Rangers hein, se sont inclinés 2-1 à Aris Limassol. Molde s'est incliné 2-1 contre le Bayer Leverkusen, hein, qui est performant comme cette année. Donc voilà, tous les résultats bien sûr de cette soirée d'Europa League. Et les meilleurs joueurs, enfin 4 nominés pour 1 élu. Hein. Donc Paqueta, Ruggieri, Chitil et Bellotti. Voilà, parmi ces 4-là, un sera le joueur de la semaine tout simplement en Europa League. On passe cette fois-ci à l'Europa Conference League. On commence avec le seul club français engagé. C'est l'équipe de Lille hein, qui joue du côté de Klaasvik. Hein, et mauvais résultat pour Lille, même si c'est un point pris à l'extérieur. Les gars, normalement, ça aurait dû faire victoire. Hein. Klaasvik, les gars, c'est une toute petite équipe. Hein, vraiment, je vais vous dire pourquoi. Bon, bref, 0-0. Donc, regardez Lille, les gars, totalement dominé. Hein, cette équipe, 66% de possession de balle, 13 tirs pour Lille. Mais regardez le gros problème, hein, c'est qu'il y a eu aucune frappe cadrée, 0 tir cadré pour Lille. Voilà, donc on a 13 tirs, mais aucune frappe cadrée. Bon, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc Klaasvik, c'est 2 tirs, 1 tir cadré. Voilà, c'est la seule frappe cadrée du match. Donc ça a été... Bon, j'ai pas vu le match, heureusement je ne l'ai pas regardé parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose hein, lors de cette rencontre. Du coup, bon après, Paulo Fonseca, le coach de Lille, a complètement remanié son équipe. Regardez, c'est quasiment les remplaçants, bon, avec quelques cadres hein, comme André, comme des fois, enfin Yazici, tout ça. Mais sinon, c'est beaucoup de remplaçants qui ont commencé titulaires parce que c'est dit, voilà, ça va le faire avec les remplaçants. Ben, ils ont été accrochés. Il a dû voilà, mettre l'équipe parce qu'il ne voulait pas mettre la grosse équipe parce qu'il y a le derby hein, contre Lens là. Dimanche, le derby du Nord, Lens contre Lille. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup fait tourner avant ce match. Et du coup, bah, ça fait 0-0 avec des joueurs remplaçants. Par exemple, ce jeune joueur, bon, lui, c'est un record, les gars. Il s'appelle Boadi. Il a 16 ans et 23 jours seulement. J'en suis, il y en a plein qui me regardent, là, qui sont plus vieux que lui. Alors que lui, il a déjà joué en Coupe d'Europe. Et c'est un record, les gars, dans l'histoire des compétitions européennes. Même pas pour les clubs français, pour tous les clubs confondus. Donc, le jeune Lillois. Ayoub Boadi est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du football à jouer en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League, peu importe, c'est le plus jeune joueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Voilà, ce joueur hier qui a commencé titulaire hein, contre cette équipe de Klaasvik hein, à seulement 16 ans et 23 jours. Hein, c'est encore plus jeune que par exemple Lamine Yamal. Hein. Et il y avait des autres joueurs, donc Boadi, hein, j'ai dit, il est né en 2007. Hein, donc il y avait aussi Messoussa, un joueur qui est né en 2004, ou même Lenny Yoro, bon, lui je le connais, un joueur qui est né en 2005. Donc voilà, c'était pour ça que c'était une équipe très remaniée. Bon, du coup, ils ont fait 0-0, malheureusement. Et face à cette équipe de Klaasvik, les gars, est devenu le premier club des îles Féroé à obtenir un point dans une phase de groupe européenne. Hein, d'obtenir tête au champion de France 2021 pour le club d'une petite ville de 5024 habitants. Ça force le respect. Hein, c'est pour ça que pour eux, c'est un gros événement, bien sûr, d'avoir pris un point en Coupe d'Europe. C'est pour ça que Lille hein, a fait une mauvaise performance. Du coup, le classement, ça donne quoi? Bah, ça donne tout simplement que Lille est deuxième actuellement. Ils avaient gagné contre Ljubljana lors du premier match. Donc le prochain match pour Lille, ça sera contre Bratislava. Je ne sais plus si c'est à Lille ou à Bratislava, j'en sais rien. Mais voilà, il faut objectif terminer à la première position de cette poule. N'oubliez pas que les premiers sont directement en 8e. Les deuxièmes joueront des matchs des 16e de finale, des matchs de barrage quasiment contre ceux qui seront en 3e d'un groupe d'Europa League. Vous avez compris le système maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mieux bien sûr de finir à la première position. Donc il faudra s'imposer contre Bratislava.
On continue avec les autres équipes aussi en Europa Conference League. Tiens, Lugano qui joue contre le Beşiktaş. C'est gros coup dur pour le Beşiktaş qui menait 2-0 dans le match. Ils se sont effondrés en deuxième période. Donc tout d'abord, on peut voir les stats. Bon, Lugano, les gars, plutôt dominé quand même. 21 tirs, hein, c'est énorme. Et du coup, ils ont pris un carton rouge de Valentin Rosé, un défenseur français, les gars. Ce qui est du Beşiktaş, après, c'était compliqué. Donc but de Lugano et contre son camp de Bailly. Et du coup, en 10 minutes, les gars, ils ont pris 3 buts. Et du coup, remontada tout simplement de Lugano qui s'impose 3-2 du côté du Beşiktaş. Et pourtant, côté Beşiktaş, Vincent Aboubakar avait fait le taf en première période avec un doublé pour lui. C'est lui qui a inscrit les 2 buts. Donc 29 buts et 7 passes D sur ses 38 derniers matchs. Pour moi, c'est vraiment un joueur tellement sous-coté, les gars. C'est un joueur qui pourrait jouer dans des grandes équipes, Aboubakar. On le connaît tous. Donc voilà, il performe énormément du côté de son club turc. Tous les deux autres résultats. Donc, je sais pas, il y a qui en grosse équipe. Tiens, Francfort, les gars, s'est incliné 2-1 du côté de PAOK. Il y a qui qu'on peut parler. Tiens, Bruges, les gars, s'est imposé 1-0 contre Bodo Glimt. Ou on pourrait dire qui pour finir, tiens, Fiorentina Ferencváros 2 partout. À noter le carton, les gars, de Nord-Jylland, c'est l'avant-dernier match tout en bas. Ludo Goret, il y a eu 7-1 pour Nord-Jylland. Donc voilà, concernant toute cette Europa Conference League aussi, Aston Villa, c'est en grosse équipe qui s'est imposé 1-0. Les 4 joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine d'Europa Conference League. Tiens, on parlait d'Aboubacar, il est parmi les meilleurs joueurs. Nigren, on peut voir King et aussi Tissou Dali, donc on connaîtra l'heureux élu là dans la journée. Du coup, on va faire le bilan des clubs français sur cette semaine de Coupe d'Europe. Donc un bilan plutôt mitigé, c'est simple, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Voilà, les victoires c'est Lens et Toulouse. Les matchs nuls c'est Marseille et Lille, et les défaites c'est le Paris Saint-Germain et Rennes lors de cette semaine européenne. Et si on fait le bilan après les 2 premières journées, donc en tout c'est 12 matchs, 5 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. Bon, les 2 défaites, je dis c'est Rennes et le PSG. Donc voilà, sur les 2 premières journées bien sûr de la Coupe d'Europe. Et l'indice UEFA, donc le retard de la France sur les Pays-Bas se réduit encore un peu, parce qu'oubliez pas que les Pays-Bas maintenant sont devant la France par rapport au point UEFA. Et là ça se réduit un peu parce que les Pays-Bas c'est pas super aussi. Regardez le bilan des clubs néerlandais cette semaine. Donc n'oubliez pas qu'ils ont seulement 4 équipes, c'est-à-dire que la France potentiellement dans 2 ans, parce que la saison prochaine ça restera encore comme ça, mais dans 2 ans on pourra avoir des équipes en moins. C'est pour ça que c'est très important de repasser devant le championnat néerlandais. Regardez, nous on a 6 équipes en Coupe d'Europe, alors qu'eux ils ont plus que 4 équipes, mais ça pourrait changer dans 2 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on repasse devant le championnat néerlandais. Bref, donc eux ils ont fait 2 nuls, ils ont fait une défaite et une victoire de Hazel Alkmaar. Donc c'est pour ça que c'est bien quand les clubs néerlandais s'inclinent en Coupe d'Europe, surtout par rapport à nous bien sûr les clubs français. Les points cumulés rapportés par club au coefficient UEFA de la France depuis la saison 2019-2020, donc c'est le PSG, bon, logiquement, avec 99 points pris. Donc Lyon, les gars, 44 points, ils en ont pris pas mal. Lyon, n'oubliez pas qu'ils avaient atteint quand même une demi-finale de Ligue des Champions, donc ça avait rapporté beaucoup de points. Donc Rennes à 39 points, OM 37 points. Bon, on peut voir à chaque fois les équipes combien de points elles ont rapporté à l'indice UEFA français. On va parler du championnat espagnol. Donc ils ont fait quasi carton plein. Les 7 équipes de la Liga engagées en compétition européenne sont invaincues cette semaine, à part le nul de Séville contre le PSV. C'est que des victoires. Le Real, la Real Sociedad, l'Atlético, le Barça, le Betis Séville et Villarreal. Donc voilà, ils ont pris ils ont beaucoup de points d'avance. Ils sont dans la lutte avec la première ligue pour être à la première position. Bon, l'appel est quand même pas mal devant. Mais voilà, quasiment carton plein pour les clubs espagnols. On revient les gars sur une coupe européenne, la Ligue des Champions, qui s'est finie déjà depuis avant-hier. Et l'équipe type de la semaine, on peut voir les joueurs les plus performants comme Ter Stegen, le gardien du Barça, Almiron et Schär, 2 buteurs contre le PSG de joueurs Newcastle sont dedans. Bon, il n'y a aucun joueur du PSG, bien évidemment, c'est tout ça à l'ouest. Bellingham est dedans. Il y a qui qu'on pourrait dire Davinson Sanchez, le défenseur du Galatasaray, ou par exemple Bruma, ou même Ojlund qui a marqué un doublé contre l'équipe du Galatasaray malgré la défaite 1-3-2 de Manchester. On clôture les gars cette page Coupe européenne, on va parler du programme aujourd'hui parce que c'est fini la Coupe européenne, mais ça commence directement les championnats. Donc là c'est les derniers matchs de championnat sur le week-end avant la trêve internationale qui commence la semaine prochaine. Donc Gladbach contre Mayence en Allemagne, il y a Bilbao contre Almeria en Liga, Strasbourg contre Nantes ce soir en Ligue 1. En Italie, 2 matchs, donc Empoli d'Inez et Lecce Sassuolo, et en Eredivisie, donc Volendam contre Utrecht. On en parlera de tous ces résultats demain samedi pour parler bien sûr de ce qui s'est passé ce soir. Et concernant le Barça, avec le Barça jouait contre l'équipe de Porto, c'était
C'était mercredi avec la victoire 1-0 et Lewandowski est sorti sur blessure, c'est Ferran Torres qui l'a remplacé, Ferran Torres a été buteur mais Lewandowski il a passé des tests et Lewandowski souffre d'une entorse à la cheville gauche, un point médical du Barça et du coup gros coup dur, pourquoi? Parce qu'il devrait être absent environ un mois, au moins un mois, donc ce qui veut dire qu'il serait de retour le début novembre et ce qui veut dire qu'il louperait le Classico, c'est sûr, parce que le Classico les gars c'est le 28 octobre prochain, donc voilà, si il est de retour début novembre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas apte à jouer ce Classico et ça bien sûr c'est un gros coup dur pour le FC Barcelone qui perd quand même à chaque match un joueur, donc là c'est Lewandowski, contre Séville ça avait été Rafinha qui s'était blessé, contre Mallorca le match encore avant ça a été Frenkie de Jong, que des joueurs cadres qui se blessent match après match du côté du Barça, c'est gros coup dur sur gros coup dur. On continue, on va parler cette fois-ci de la liste de l'équipe de France. Nouvelle liste de Deschamps qui a été dévoilée hier à 14h. On va revenir sur tout ce qui a pu être dit. Donc tout d'abord Konaté et Jonathan Klaus, deux retours en équipe de France. Voilà, ces deux-là font leur retour. Donc voici tout d'abord la liste entière. Donc les gardiens, donc Areola, Mike Maignan, Samba. Donc les deux Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba ou Pamecano au milieu. Il y a Kamavinga, Fofana, Camara, Rabiot et Tchouaméni. Et en attaque, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Thuram. Bon après voilà, il y a tout, on peut toujours dire pourquoi ce joueur est là, pourquoi lui il n'est pas dedans. C'est vrai que des joueurs comme Dembélé ou même Kolo Muani, surtout Dembélé les gars, il déçoit depuis le début de saison. On a pu se dire qu'il y a un Moussa Diaby les gars. Pour moi Moussa Diaby méritait plus qu'Ousmane Dembélé dans cette liste. Voilà, parce que Moussa Diaby fait un énorme début de saison à Aston Villa, alors que Dembélé est très très moyen ses performances, mais il a appelé Dembélé. Donc voilà, bon après voilà, c'est Deschamps bien sûr qui fait ses choix. Donc deux matchs, Pays-Bas, match officiel, puis ça sera l'Écosse à propre programme. Ça sera Lille, le match contre l'Écosse, ça sera un match amical. Voilà, deux prochaines rencontres des Bleus. Officiel aussi, Sacha Boey n'est pas appelé en équipe de France parce que lui, il aurait pu potentiellement être appelé en équipe de France. C'est un joueur qui joue défenseur droit qui est très bon actuellement du côté du Galatasaray. Et l'enchaînement de story de Sacha Boey depuis hier et à l'instant. Donc avant, voilà, de la liste de Didier Deschamps, il a mis cette petite publication voilà, sur son compte Instagram. Donc on peut penser tout simplement qu'il attend avec le sablier là. Il attendait la liste, c'était avant hier 14h. Et après, on peut voir 14h17, donc la liste de Deschamps a été dévoilé, donc il a vu qu'il n'était pas dedans. On peut voir qu'il a mis ce personnage de DBZ, bien sûr déçu, puis sa dernière publication il a mis ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bon après il n'a pas été appelé, mais il pourrait être appelé prochainement parce que Deschamps il a dit, voilà, lorsqu'on lui demande s'il sera amené à sélectionner un jour Sacha Boey, il a dit pas aujourd'hui, mais évidemment on le suit comme de nombreux autres joueurs, c'est pas un poste où il y a énormément de joueurs confirmés au niveau, au poste de défenseur droit, donc la porte est toujours ouverte pour avoir des solutions supplémentaires. Donc voilà, s'il continue comme ça, il pourrait potentiellement être en bleu très prochainement. Concernant un joueur qui avait été appelé lors du dernier rassemblement qui n'est pas là, c'est Jean-Claire Todibo, titulaire contre l'Allemagne, on se souvient, bon, la France s'était inclinée, donc il n'a pas été appelé, à part Didier Deschamps, c'est plutôt Konaté qui fait son retour, et du coup Jean-Claire Todibo on fait les frais tout simplement, il n'est pas dans le groupe. La même chose pour Kanté, les gars, n'oubliez pas que Deschamps avait dit lors du dernier rassemblement que même les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, même s'ils jouent dans ce championnat, ils sont potentiellement sélectionnables. Pourtant Kanté enchaîne tous les matchs, Etihad à chaque fois titulaire, et voilà, il enchaîne les matchs, mais il n'est pas dedans. La dernière fois qu'il a été appelé, c'était le 6 juin 2022 à N'Golo Kanté, il y a plus d'un an. Donc voilà, c'est compliqué, voilà, comme le retour de Kanté. Après, il y a quand même pas mal de monde au milieu de terrain, mais voilà, bon, pour l'instant, il n'est pas appelé. On ne sait pas si un jour il fera son retour en bleu. Deschamps sur Moussa Diaby qu'on a parlé tout à l'heure. Donc il a dit le mois dernier, il faisait déjà de bonnes choses, mais il y a beaucoup de concurrence en attaque. L'idée n'est pas d'accumuler les joueurs. J'ai un équilibre à trouver, qu'il continue à être performant. Si je choisis d'autres joueurs aujourd'hui, c'est que j'estime qu'ils ont de l'avance sur lui, mais il méritait de faire partie de cette liste. Donc voilà, pour moi, il méritait plus que la Kolo Muani que je dis Dembélé, Moussa Diaby, parce que si tu vois les derniers matchs, il n'y a rien à dire, les gars, il est beaucoup plus performant que les deux que je vous ai cités juste avant. Deschamps, les gars, sur Mathys Tel, on est attentif, mais il y a des étapes à franchir, donc il n'est pas appelé avec l'équipe de France. Les espoirs, oui, mais pas avec l'équipe de France A. Il a dit qu'il faut y aller étape par étape. Entre Warren et lui, il y a quand même une différence assez importante. Warren, qui est titulaire indiscutable au PSG, certes, j'ai bien conscience qu'au Bayern, il y a une forte concurrence. Aujourd'hui, il fait en sorte d'optimiser le temps de jeu qu'il est et est décisif. Donc voilà ce qu'il dit. Bon, après, il dit qu'il y a une différence avec Warren Zaïre-Emery, mais bon, il n'a pas convoqué non plus Warren Zaïre-Emery quand il dit que c'est un titulaire indiscutable au PSG. Bref, donc voilà, il y a des étapes à franchir. Pour l'instant, l'équipe de France Esport, mais on le verra très prochainement, je pense, avec l'équipe de France A. Le jeune Mathys Tel. Et Deschamps sur Warren Zaïre-Emery.
Je ne vous cache pas qu'il est en capacité potentielle d'être dans cette liste. Hein. S'il continue, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain de par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable. Donc il y a de fortes chances les gars. Je pense qu'il sera convoqué les gars pour l'Euro l'année prochaine en Allemagne. Donc voilà, peut-être de la prochaine liste sera appelé. Hein. Le jeune Warren Zaïre qui est maintenant un titulaire indiscutable du côté du PSG. On a pu voir contre Newcastle. C'est le seul les gars qui a été à la hauteur de... Enfin, entre guillemets, qui a été un peu à la hauteur du match. Hein. Tous les autres sont passés à côté de la rencontre. Deschamps les gars, il a dit entre Jules Koundé et Benjamin Pavard, celui dans mon esprit qui est re-axé, c'est-à-dire dans l'axe, hein, c'est Benjamin Pavard qui a plus de difficultés à ce poste de latéral droit. Il y jouait de temps en temps, mais aujourd'hui il n'y joue plus du tout au poste de latéral droit du côté de l'équipe de France parce qu'il dit qu'en gros il a des difficultés, il n'est pas bon en défenseur droit, c'est pour ça qu'il est plus utilisé dans l'axe tout simplement. Voilà, Benjamin Pavard et Jules Koundé, il a dit que lui, Jules alterne, même s'il alterne moins ces derniers temps, il sait ce que j'attends de lui, il occupe ce poste depuis un moment de défenseur droit. C'est dommage parce que du côté du Barça, les gars, dans l'axe, c'est très très costaud. Jules Koundé, c'est dommage que Deschamps ne l'utilise pas en tant que défenseur central. Après, c'est qu'il n'y a pratiquement personne défenseur droit, mais là, vu qu'il a appelé Jonathan Klaus, il y a des chances de voir Jonathan Klaus. Pourquoi pas titulaire, en plus encore passeur d'état hier, titulaire, pourquoi pas contre les Pays-Bas, là, dans quelques jours, c'est totalement jouable. Deschamps, toujours, je n'ai pas d'inquiétude autour de Mbappé. Hein. Mbappé, c'est une période compliquée là. Son envie, son état d'esprit de compétiteur, lui-même ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait. Même quand il fait des choses bien, il a envie de faire mieux. Je pense que là, cette trêve-là, internationale, va faire du bien à Kylian Mbappé. Ça va peut-être lui remettre les choses en ordre parce que là, les 3 derniers matchs, je sais que ça a été compliqué. Aucun but inscrit par Mbappé, un match catastrophique contre Newcastle. Donc voilà, il va repartir avec les Bleus là. On espère que ça va lui faire du bien après pour la lancer avec le PSG. Deschamps sur les entraîneurs étrangers en Ligue 1, il a dit la considération qu'on donne aux coachs français est infime, assez regrettable. Les entraîneurs français sont sous-cotés. Voilà ce qu'a pu dire Deschamps par rapport à ses confrères, c'est les autres coachs français. Et il parle de Marcus Thuram, sa nouvelle dimension, c'est de marquer régulièrement. C'est encore un jeune joueur, mais il a une marge de progression devant lui. Voilà par rapport à Marcus Thuram, donc on verra ce que ça va faire. Enfin, ce que ça va donner Marcus Thuram en bleu. On continue avec la liste toujours des bleus, mais cette fois-ci des bleus F. Donc voilà, tous les joueurs convoqués, il y a quand même une sacrée liste. Donc bien sûr, le jeune Warren Zaïre est présent. Mathys Tel, les gars, première fois qu'il est convoqué avec l'équipe de France Esport. Il n'avait pas été convoqué le dernier coup. Là, il est bien dedans. Wai, Doué, Désiré Doué, tiens, le joueur de Rennes, était également présent. Barcola, Kalimundo, Ryan Cherki. C'est quand même costaud, bien sûr, cette équipe de France Esport. N'oubliez pas qu'Amin Gouiri n'est plus convoqué. Il a choisi de représenter l'Algérie, lui qui était toujours là, Amin Gouiri. Donc il ne joue plus maintenant avec les Bleus. Et Thierry Henry est très fan de Mathys Tel, qu'il a appelé pour la première fois. Il a dit le petit Mathys, c'est quand même exceptionnel. Ce qu'il arrive à faire en si peu de minutes, il est impliqué sur 8 buts sans avoir débuté un match à part en Coupe d'Allemagne. Ce n'est pas évident de commencer au Bayern, mais aussi de rentrer avant certains monstres comme Thomas Müller. En général, il rentre avant lui et il arrive à faire la différence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est obligé de l'appeler. Et je pense qu'il a pris la très bonne décision d'avoir appelé Mathys Tel avec les espoirs. Et Thierry Henry parle de Warren Zaïre de son match d'hier face à Newcastle. Bon, c'est avant-hier. Surpris et pas surpris, c'est aberrant de voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle, sa force, son physique, sa vision, la compréhension du jeu, l'envie, sa position, son équipe avant-hier a sombré, mais pas lui à son âge. Ce qu'il arrive à faire et à comprendre à son âge, c'est juste pas normal. On le prend comme si c'était quelque chose de logique et naturel, mais c'est tout sauf naturel. Soyons contents d'avoir un joueur français comme ça. C'est un joueur à part. C'est vrai qu'on le connaît quand même depuis quelques temps, le jeune Warren Zaïre, et à seulement 17 ans. C'est quand même incroyable. C'est vraiment l'avenir au milieu de terrain du côté du PSG, aussi du côté de l'équipe de France. On continue avec les autres sélections. Tiens, côté Côte d'Ivoire, donc officiel, Seko Fofana fait son retour avec la Côte d'Ivoire après un an d'absence. Pendant un an, c'est lui qui refusait à chaque fois. Il était à chaque fois appelé, puis il refusait pour se concentrer avec Lens, tout ça. Bon, maintenant il joue plus à Lens, il joue du côté de Al Nassr, mais voilà, il fait son retour, on va dire en sélection. Le joueur Seko Fofana, et on peut voir les 2 prochains matchs de la Côte d'Ivoire. Donc il y aura le Maroc et l'Afrique du Sud au programme. Donc voici tous ces joueurs convoqués. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est le pays tout simplement qui organise cette CAN 2024 qui commencera le 13 janvier prochain. Du côté de l'Angleterre, donc 2 matchs, donc un match contre l'Australie sera un match amical, et après contre l'Italie, un match pour se qualifier pour le futur Euro, et tous les joueurs convoqués. Bon, je vais pas tous les citer, mais quasiment tout le monde est là, que ce soit Walker, Declan Rice, Bellingham bien sûr, Saka. Saka, je sais pas s'il sera là parce que vu qu'il est sorti sur blessure lors du match contre Lens, on verra.
À noter les gars qu'il y a 2 nouveaux joueurs donc voilà dans ce groupe donc tout d'abord Bowen les gars, sur ses derniers matchs il a marqué 7 matchs, 5 buts et une passe D. Il a été convoqué logiquement au vu de ses performances. Et Oli Watkins aussi qui est très performant du côté de Aston Villa, donc 7 matchs, 4 buts et 3 passes D. Il est également appelé par Gareth Southgate pour les 2 prochaines rencontres. Du côté des États-Unis, on peut voir aussi le groupe convoqué pour les 2 prochains matchs. Un match tout d'abord amical contre l'Allemagne et un match également amical contre le Ghana. Donc voici tous les joueurs, on peut voir les joueurs comme Balogun, attaquant de Monaco, comme Paredes, non, bon, c'est un joueur de Wolfsburg, mais comme Pulisic, par exemple, attaquant de l'AC Milan, ou Tim Weah, le joueur de la Juventus, est également bien sûr présent. On continue, on va parler du PSG, c'est officiel. Achraf Hakimi, Kurzawa, Dembélé, Randal Colomoni écopent d'un match de suspension avec sursis pour avoir entonné un chant insultant après le classique. Souvenez-vous, j'avais dit que dans la commission de discipline, c'était le jeudi 5, c'était hier, jeudi 5, et du coup, ils prennent tous un match avec sursis, c'est-à-dire que c'est pas un match ferme. Ils seront ils peuvent être convoqués là pour le match contre Rennes ce week-end, mais s'ils dérapent, en gros, ils seront suspendus pour le match d'après. Donc la tribune Auteuil écope d'un match ferme, de suspension et d'un en sursis. Donc voilà, c'est-à-dire la tribune Auteuil, cette tribune derrière le but, lors du prochain match à domicile sera fermée, c'est sûr, plus un autre match avec sursis. Donc le PSG a sorti un communiqué, donc le club regrette que la commission ait fait le choix d'une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. Donc le PSG bien sûr très déçu que la tribune Auteuil sera fermée pour le prochain match à domicile. Donc du coup ils ont sorti ce communiqué pour montrer tout simplement leur mécontentement. Luis Enrique n'a pas compris les critiques concernant son système avec 4 joueurs offensifs face à Newcastle. Donc d'après l'équipe, dans son esprit, il a toujours joué de cette façon depuis le début de la saison, explique une source proche du club. S'il devait rejouer le match, Luis Enrique le ferait probablement de la même manière. Voilà, il est buté, il veut, voilà, le 4-2-4, pour lui, il a joué depuis le début de saison avec le même dispo. Non les gars, arrêtez. Là on a pu voir qu'il y avait comme 4 joueurs offensifs, alors que normalement, il y a plutôt 3 milieux de terrain avec Vitinha en plus, un joueur offensif en moins. Donc voilà, pour lui, il a fait aucune erreur. S'il a quand même fait une erreur, il veut pas en gros admettre tout simplement, peut-être par rapport à son ego, tout simplement qu'il a fait le mauvais choix. Et voilà, il y a des entraîneurs des fois qui disent j'ai fait un mauvais choix d'avoir mis lui ou d'avoir mis ce système, donc lui il veut pas le dire tout simplement. Luis Enrique qui s'est trompé. Et Dugarry pense que Luis Enrique a pris Newcastle pour des nazes entre guillemets. Avant-hier, tu es l'entraîneur de Newcastle, tu vois le PSG qui a une intersaison difficile. Ils ont perdu Messi, Neymar, ils ont acheté des bons joueurs mais pas des stars. Ils arrivent à Newcastle dans un stade en feu, ils jouent avec 4 attaquants. Les mecs de Newcastle ont dû se dire ils nous prennent pour des nazes, voilà, ils jouent avec quand même 4 attaquants pour des pipes, on va leur rentrer dedans. On a peut-être les pieds carrés, on n'a peut-être pas des grands joueurs, on n'est peut-être pas trop grand, trop gros, mais tu vas voir l'intensité qu'on va leur mettre, on va les chicoter les chevilles, et c'est ce qui s'est passé. L'entraîneur a pris Newcastle pour des nazes. Donc voilà, c'est Dugarry qui a dit ça hier sur RMC. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et toujours sur cette rencontre les gars, donc Mbappé a offert son maillot à Kieran Trippier pour qu'il puisse l'offrir à son fils, parce que son fils est un grand fan de Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça qu'il change 2 maillots à la fin de la rencontre entre le joueur de Newcastle et le joueur, et le joueur aussi Kylian Mbappé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui tout simplement avec les joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs du mois du côté de la première ligue. Donc le joueur du mois d'août, ça avait été Mitoma, joueur de Brighton. Donc pour le mois de septembre, les gars, ces joueurs-là sont pressentis comme Oli Watkins, 4 matchs le mois de septembre pour 4 buts, 4 matchs, 4 buts et une passe D. On peut voir, je sais pas, tiens, Salah, les gars, c'est 4 matchs, 2 buts, 2 passes D. Alvarez, c'est 4 matchs, 2 buts, 2 passes D. Pedro Neto, c'est 4 matchs, 1 but et 3 passes décisives. Donc on en connaîtra, je crois en plus aujourd'hui, vendredi, l'heureux élu tout simplement par rapport au prix du joueur du mois. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain bien évidemment pour le prochain numéro du ZI. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.